my way, the Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line was left to be. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans Quinqueliba. On s'installe maintenant pour vous accompagner. Bonjour ma chère Toumane. Bonjour, comment vas-tu ce matin? Je t'ai bien reposé. C'est une question piège ça. C'est pour la forme. C'est pour la forme. Je vais dire oui pour la forme alors. Et bienvenue en plateau à notre invité également à l'une. Je te laisse le soin de le présenter à nos téléspectateurs. Donc on va dire une première présentation parce que machallah, le CV de notre invité force le respect. C'est une fierté pour tout le Sénégal que d'avoir un tel fils à l'étranger. Il représente bien son pays, le drapeau sénégalais, Bakary Goudiaby. Il est journaliste et écrivain, mais il est surtout là en sa qualité de président du collectif des Sénégalais de la diaspora en France. Certainement, les plus futés, surtout les Halpolar, sauront que le prétexte de sa venue reste bien sûr. Donc l'actualité française, hein, qui a aussi quelques incidences ici au Sénégal. Compris, non, ils ne sont pas aussi futés pour pouvoir décrypter mon cher ami, la pertinence de sa présence sur ce plateau. Toumane, on est à la tête de ce pays, attention, et si on compte bien, si on compte bien entre Senghor Diouf et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de 3 hein, pour les Sérères, mon cher. Il y a toujours une exception hein, pour confirmer la règle. Hein. C'est les 3 exceptions, on va dire. Hein. Et moi donc c'est bon, la 4e exception. Hein. Et Toumane? Bon, la 5e exception. Ça commence à faire beaucoup là. Le dollar que je suis va faire la médiation. La 5e exception. Merci beaucoup. Donc pour comprendre qu'il est là, pour revenir sur véritablement l'impact de ces législatives, hein, j'imagine qu'hier, donc après la proclamation, à la suite de la proclamation des résultats, vous avez tous poussé un grand ouf de soulagement. Hein? Disons un certain ouf de bonjour. Un certain ouf de soulagement. Merci d'être là. Non, merci d'être là. C'est ça l'ambiance de la matinale. On parlera de ça, de leur engagement, de son engagement pour donc, ses frères sénégalais, ses frères africains donc, de la diaspora dans une société marquée par la montée de l'extrême droite. Hein? C'est vraiment inquiétant. Mais ce sursaut également dont a fait preuve la société française, mais aussi les perspectives qui s'offrent à la diaspora par rapport à leur contribution dans le développement du Sénégal. Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec notre invité, M. Bakary Goudiaby. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour d'abord. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. D'ailleurs, tout à l'heure, si vous permettez, je vais revenir sur le professionnalisme. Également le dynamique et l'engagement de vos collègues, de vos confrères ici. J'étais tout à l'heure dehors. Je descends de véhicule, il y a un monsieur qui vient me dire bonjour. Il dit, je peux vous aider? Je dis, non, c'est bon, je vais. Et comme par hasard, c'est le monsieur qui est là à la technique. Je dis, mais tiens, je vous ai vu tout à l'heure dehors. Oui, mais j'ai senti que vous venez nous voir. C'est Momar. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est pour confirmer quand ce que vous venez de dire. Et puis pour moi, c'est un grand honneur et un plaisir d'être là. Et surtout dans une émission que je pense que j'étais là au tout début, dans les années 2010. Ah oui. Voilà, j'étais là. Et j'étais invité, parce qu'à l'époque, on lançait un magazine, justement, toujours dans la diaspora. On lançait un magazine dans la diaspora pour parler justement de ces filles et ces fils du Sénégal qui font des choses merveilleuses dans les pays dans lesquels ils sont. Ouais. En tout cas, merci de souligner encore une fois ce matin le professionnalisme de nos équipes. C'est un label qu'on essaye dans tous les cas de préserver. Et puis la diaspora fait partie de nous. Nous, généralement, sur Quinqueliba, on aime ouvrir une fenêtre sur ce que font nos compatriotes de l'autre côté. Ça nous permet de briller et cela nous rend évidemment très fiers. Messieurs, je ne sais pas quelle mise choisir ce matin. Entre la cravate de bagne, Toumane, elle est belle. Alioune Badara qui nous a sorti un peu, tu vois. Il a pris plus de risques, Alioune, quand même. Tu as pris un peu plus de risques, non, Toumane? Je trouve que des fois, il prend beaucoup plus de risques. Aujourd'hui, il est quand même resté... Bon, et notre invité, évidemment. En tout cas, messieurs... Et avec le chapeau. Avec le chapeau, ça, c'est un look très dandy aussi, finalement. On démarre bien la semaine, finalement. Ah oui, c'est vrai, vous venez de Saint-Louis, on vient de l'élégance. Absolument. Ça, c'est une belle réponse. On poursuit le magazine maintenant. On me signale que la revue des titres est OK. Mon cher, avant de passer au sport, on passe à la revue des titres de ce matin avec le Sud Quotidien pour poursuivre notre revue des titres de ce matin à 6h42. Le président Bassirou Diomaye Faye au 65e sommet ordinaire de Abuja. On en reparlera, hein, c'est important. Débarrasser la CEDEAO clichés et des clichés, autant pour moi, et stéréotypes. Et ça, c'est important. Il dit, je réitère l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO, le Mali, le Burkina et le Niger actent la confédération
des États du Sahel. Le discours justement du chef de l'État qui appelle à des réformes dans la CEDEAO. Il y a eu beaucoup d'événements malheureux, des sanctions qui ont finalement conduit à ce que 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger, se décident à sortir de la CEDEAO. Mais on sait qu'il faut rester ensemble pour pouvoir véritablement avancer. Alioune, qu'est-ce que vous avez pensé justement du discours du chef de l'État qui était au 65e sommet de Bon, je pense que le président de la République du Sénégal est dans son rôle. Donc c'est tout à fait normal qu'il use d'un langage diplomatique pour ne pas froisser ses pairs également de la CEDEAO. Mais moi, en tant que citoyen libre de la CEDEAO, je pense que c'est plus que des clichés et des stéréotypes. C'est des réalités. Il faut véritablement réformer le fonctionnement de la CEDEAO. Parce que cette perception-là, elle s'adosse véritablement à certaines vérités. Quand on voit le traitement de certains dossiers dans l'espace CEDEAO, on se rend compte que c'est souvent en fonction de la tête du client. Absolument. Donc il faut que la CEDEAO ait également le courage de se saisir de certains dossiers, qu'il y ait une équité dans le traitement de tout cela. Des fois, on peut tolérer un putschiste et de l'autre côté, on dit non, celui-là, non, on ne le tolère pas. Il faut qu'il soit en phase avec les règles démocratiques. Et également, c'est ce qui explique donc, les frustrations de certains peuples de la CEDEAO. On a vu comment le dossier malien a été traité, le dossier burkinabé et tout cela. Et pourtant, il y a un autre pays. Donc voisin du Sénégal, où il y a un putsch. Mais là, la CEDEAO est beaucoup plus tolérante. Alors, je pense que ces 2 poids 2 mesures-là aussi devraient pouvoir cesser. Tout à fait. Le respect également de certains organes internes de la CEDEAO, comme la Cour de justice de la CEDEAO, ça a tenu en haleine, par exemple, l'opinion publique ici au Sénégal, en Côte d'Ivoire également. Généralement, cette décision, quand elle est favorable à, je sais pas, à un opposant, ben, elle n'est pas suivie d'effet. Les États ne l'appliquent pas. Et en n'appliquant pas ces décisions-là de la Cour de la justice de la CEDEAO, ils affaiblissent l'instance régionale. Absolument, tout à fait. Donc je crois que s'il y a une réforme à faire, c'est véritablement à ce niveau que ces décisions de la Cour de justice de la CEDEAO s'appliquent d'autorité et d'effet pour tous les États concernés. Donc je pense que ça, c'est des choses en tout cas à faire. Ça demande un courage plutôt, excusez-moi, un réel courage, un courage politique de la part de nos décideurs de la CEDEAO pour que la CEDEAO puisse retrouver véritablement donc, une certaine aura auprès des peuples et que l'on puisse envisager, pourquoi pas, bientôt le retour du Mali, du Burkina et du Niger. Parce Absolument, que ce qui est dommageable dans cette affaire, ces 3 pays-là font partie des États fondateurs de la CEDEAO. C'est ça, c'est ce qui font le cœur. C'est vraiment symbolique et leur départ, voilà, véritablement donne un coup de balafre à l'intégration africaine. Et j'allais justement parler de la situation entre le Bénin et le Niger. À la frontière entre ces 2 pays-là, c'est très compliqué justement. Et c'est véritablement dommage. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qui pousse certains à dire que finalement la CEDEAO obéit à d'autres puissances étrangères et qu'elle n'est pas tout à fait indépendante. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens, réformer pour retrouver véritablement une vraie souveraineté et que davantage les populations et les peuples se sentent concernés et fassent davantage confiance à ce magnifique outil d'intégration, parce qu'il faut le rappeler, la CEDEAO, c'est les peuples ensemble et on sait que c'est les grands ensembles qui arrivent à s'imposer. Pris individuellement, chaque pays ne pourrait véritablement peser sur la scène internationale. On doit rester ensemble et c'est pourquoi cette CEDEAO-là est à conserver et à préserver. Un commentaire avant que je n'avance sur 24 heures. Je pense que la CEDEAO a pour mission déjà de régler les conflits internes qu'il y a au niveau de ces pays-là qui composent la CEDEAO. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut, au-delà même d'être ferme sur certaines décisions, permettre à tous ces pays-là de revenir, de s'intégrer au niveau de la CEDEAO et de travailler ensemble. Vous l'avez dit tout à l'heure, aucun pays ne peut se développer seul. Il faut donc cette complicité-là, donc partager ce que l'on a, cet ensemble, ce qu'on a ici au niveau de la CEDEAO pour pouvoir se développer et que chacun puisse respecter les décisions qui seront prises et que ces décisions-là qui sont prises au niveau de la CEDEAO soient bénéfiques aux populations, aux pays qui la composent. Et que les décisions soient véritablement suivies des faits, c'est important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut aller vers une rupture finalement, Bakary Boudj. Cette rupture, vous l'avez dit, hein, donc aujourd'hui nous avons la CEDEAO des États, pour poursuivre ce que disait mon frère Kane, aujourd'hui il faut qu'on aille vers la CEDEAO des peuples. Parce qu'en fait, chaque fois que les choses se fassent au niveau de la tête, donc il y a un décalage entre en général, les
les décisions et ce qui se passe sur le terrain. Parce que la CEDEAO, c'est vous, c'est moi, c'est monsieur et madame tout le monde qui le vivons. Donc quand on se déplace d'un pays à un autre à l'intérieur de l'espace. Et je pense aussi, on parlait tout à l'heure de réforme, de restructuration. Aujourd'hui, donc il faut adapter les différentes institutions de cette CEDEAO avec les aspirations des peuples de la sous-région. Tout à fait. Les entités sous-régionales sont à développer. Moi, je crois au développement des entités sous-régionales, même avant d'aller à l'Union africaine. Parce que donc l'année dernière, au niveau de la diaspora, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avions marqué les 100 ans de l'organisation de l'Union africaine devenue UA. Donc dans différentes conférences, on a eu à tirer la sonnette d'alarme sur le développement des entités sous-régionales. Donc en les réformant, en donnant bien sûr des institutions qui sont adaptées à la réalité des peuples. Et la diaspora est en attente, mais également surtout, pour le coup, c'est une force en attente pour aider et accompagner nos autorités dans cette démarche. Absolument, et vous avez raison de parler d'aspirations des peuples. Elles ont évolué, ces aspirations-là. Il faut pouvoir les écouter et trouver des solutions à cela. Ça fait même pas 30 minutes. 7h16. Merci de votre fidélité à cette matinale sur la Une. Ça prouve tout simplement que vous êtes avec nous et que vous nous regardez. Merci mon cher Man. On avance sur le conducteur. Sujet d'actualité maintenant, actualité politique française, juste après ceci. Et pour répondre justement à nos questions, Bakary Goudiaby, merci d'être sur ce plateau avec nous. Finalement, ce que craignaient les uns et les autres en ce qui concerne les législatives en France, finalement, ça n'a pas eu lieu. Le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue. Au contraire, eh bien, certains ont même été surpris de voir que finalement, il termine troisième derrière le NFP et Ensemble qui a pu rebondir également. Ouf de soulagement pour beaucoup. Alors pour en parler, Bakary Goudiaby, journaliste, c'est un confrère que l'on reçoit sur ce plateau, écrivain, expert en ingénierie du développement local, ça aussi cette casquette-là va nous intéresser, mais aussi l'autre casquette, expert en relations internationales, comme quoi véritablement notre invité a un CV qui force le respect et cela honore. Donc l'homme sénégalensis, on connaît véritablement la richesse des ressources humaines au niveau de la diaspora. Il en est le président donc d'ailleurs du collectif des Sénégalais de la diaspora de France. Alors, après l'annonce des résultats du premier tour, marqué par la première place du Rassemblement national, ils veulent donner peut-être un nom moins disons, compliqué, beaucoup plus facile à adopter, mais c'est le Front National. Le Rassemblement national est l'héritier du Front National. Alors, quel est le sentiment unanimement perceptible chez vous de la diaspora? En tout cas, encore plus, merci de me donner l'occasion de venir échanger avec nos compatriotes sénégalaises et sénégalais, mais surtout en profiter d'abord pour saluer nos frères et sœurs de la diaspora et spécifiquement de France, puisque je parlerai dans le cadre du collectif des Sénégalais de la diaspora en France. Alors, donc, si vous permettez, je vais revenir un peu en arrière. Au mois de décembre, déjà, j'étais là. Au mois de décembre, j'étais là pour tirer la sonnette d'alarme parce qu'au mois de décembre, nous avions cette fameuse loi, donc dite loi de l'immigration. C'était des signes avant-coureurs. On était là pour alerter nos autorités, pas pour qu'ils puissent faire des choses, mais également pour qu'ils puissent comprendre que ça peut être difficile pour nos compatriotes qui vivent là-bas. Bon, c'est vrai, après à 20h, quand on a eu les projections sur les écrans des médias, on a poussé un demi-ouf. Oui, parce qu'en fait, d'un côté, le Rassemblement national, le Front, donc n'est pas passé, mais quand même, ils ont doublé le nombre de députés. Ça, quand même, c'est aussi quelque chose de problématique. Alors, ça, c'est le résultat. Ça, c'est le résultat d'un processus. Ce n'est pas une surprise pour nous. C'est vrai qu'il y a 30 ans, quand on allait en France, on susurrait, on avait des doutes sur le voisin, la voisine, le camarade, etc., qu'il était du Front National, ou en tout cas de l'extrême droite. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est sorti, qui se sont décomplexés. Merci. Donc, vos amis français racistes, c'est ça, ils sont décomplexés. Et c'est quelque chose qui est rentré aujourd'hui dans les habitudes. Avant, c'était quelque chose d'insidieux, quelque chose de supposé, quelque chose d'assez sournois, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit. Et donc, c'est ça qui fait peur, en fait, si vous voulez, pour nous, pour nos neveux et nièces et nos enfants qui sont nés là-bas. Parce que quand on regarde ce qui se passe, je prends juste l'exemple, dans quelques jours, le lancement des JO
à Paris, olympique et paralympique. Et le grand débat à l'époque, c'était, il y a quelques jours, c'était est-ce que Aya Nakamura est légitime pour chanter pour la France? Mais où sommes-nous en fait? Dans un pays où, je me rappelle, pour le bicentenaire de la Révolution française, nous avions Doudou Ndiaye Rose qui descendait les Champs-Élysées. J'ai toujours cette image, Doudou Ndiaye Rose qui descendait les Champs-Élysées avec son sabbat. Près de 100 batteurs. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans cette France-là. Et d'ailleurs, le ouf qu'on peut, c'est aussi saluer le génie français. En fait, le Gaulois a réagi. Donc, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui devient une habitude. En 2002, la première fois que c'était bon, que ça a eu lieu, on se disait oui, c'était nécessaire, mais quand même aujourd'hui, en 2024, qu'on soit encore obligé de se retrouver autour d'un front soi-disant républicain pour empêcher le Front National ou le Rassemblement National de diriger le pays, c'est quand même une sorte de décadence qu'on connaît de ce grand pays qu'est la France, qu'on le veuille ou non. Mais également, surtout, le ouf de soulagement, c'est pour la France elle-même, parce que la France compte dans le concert des nations. Et on ne peut pas être la France et être dirigée. En Italie, on me dira ça existe, mais la France, c'est pas l'Italie. Ils ont cette habitude, hein, avec Silvio Berlusconi, la Ligue du Nord, bon, un parti ouvertement raciste pendant des années. Ils ont dirigé l'Italie, c'est pas une nouveauté. Très bien, le pays des Lumières quand même, donc, voilà, qu'on le veuille ou non, donc il y a une histoire. En fait, la France a une histoire qui est un peu différente de celle des autres pays. Donc, en fait, c'est pas par chauvinisme, non. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la société française, notamment la région lyonnaise d'où je suis originaire. Hein. C'est-à-dire que c'est une région qui a toujours été... Lyon a toujours été une rebelle au niveau de la sociologie française. Et donc, du coup, cette fameuse révolution française, hein, on parle de la prise de Bastille, mais elle est née en région lyonnaise. Et donc, c'est là où le premier paysan a giflé un bourgeois. Donc, c'est pour dire que c'est bien qu'on ait ce sursaut national, mais il ne fallait pas en arriver là. Et si aujourd'hui on en arrive là, c'est qu'il y a quand même matière à se poser des questions. Les raisons, alors en tant qu'expert, en tant que journaliste, expert surtout en relations internationales, comment vous expliqueriez alors cette montée de l'extrême droite dans la société française? Est-ce que ce n'est pas également quelque chose que l'on pourrait attribuer malheureusement à la présidence malheureuse d'un Sarkozy qui a décomplexé la parole à l'époque, hein, brutalement en surfant sur les vagues un peu de l'extrême droite, de l'extrémisme, pour accéder à la présidence? Peut-être aujourd'hui la société française paie ce passif-là. On en avait parlé ici pendant les élections, la fin d'un système, ce qu'on appelle le système. Mais en fait, tous les partis du système ont montré leurs limites aujourd'hui. Et donc, par exemple, juste en 2017, Macron qui sort d'un chapeau, qui est le président de la France. Ça veut dire que dans un pays où on avait des partis traditionnels qui ont perdu aujourd'hui leur base, qui ont perdu aujourd'hui leur force d'action, ça veut dire qu'on est à la fin d'un cycle. Et dans tous les pays qu'on peut regarder, aussi bien autour de la France que même outre-Atlantique aux États-Unis, si aujourd'hui on se rend compte que le futur maître du monde peut s'appeler Biden ou Trump, c'est que c'est la fin de quelque chose. Quand on était jeunes, on était en admiration pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, on voyait. Mais aujourd'hui, la fin de ce qu'on appelle système, c'est une réalité en fait. Ce ne serait pas la fin de l'histoire finalement, théorisée par Fukuyama? Mais c'est ça en fait, parce que si vous voulez, nous, enfin, on est d'une génération, on nous a appris à l'école ou au lycée, au collège, etc. La conférence de Berlin, c'est fini ça, c'est fini. Aujourd'hui, en fait, on demande, les citoyens veulent rencontrer, tout à l'heure, donc en préambule, on parlait de la CEDEAO, donc les populations ont envie que les autorités les entendent, quoi. Ce n'est plus une élite qui décide pour un peuple qui doit obéir, qui doit subir. Donc aujourd'hui, on veut. Donc les peuples veulent qu'on les entende. Vous voyez, d'ailleurs, c'est d'ailleurs pas pour rien que, je me rappelle, en 1996, quand il y avait le sommet de G8 à Lyon, donc il y avait un contre-sommet. C'est-à-dire que les populations maintenant veulent être présentes. Veulent être présentes, on veut qu'on les écoute. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour le sommet de la CEDEAO, c'est-à-dire que les réalités et les aspirations des populations ne doivent plus être donc les secondaires par rapport aux aspirations de nos élites. Le pouvoir au peuple. Voilà. On veut quelque part reprendre le pouvoir. Est-ce que vous avez été surpris de voir Ciotti rallier le RN? Alors, je continue. Pour répondre à votre question, je continue sur l'analyse de Kant qui disait, donc, par rapport à une observation systémique. Je me rappelle, en 1999, il n'y avait pas encore de consulat général du Sénégal en région Rhône-Alpes. Et on avait un consul honoraire qui m'avait confié l'organisation, enfin le stand du Sénégal. Et à l'époque déjà, on avait quelqu'un qui s'appelait Charles Mion, qui était le président de la région,
qui a été élu avec les voix du Front National à l'époque. Bon, à l'époque, on le faisait en rasant le mur. Donc, en fait, c'est la même famille, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, il le disait, la parole, c'est... Décomplexé. Voilà, libéraliser, décomplexer. Aujourd'hui, la réalité, elle est là, en fait. Parce que, c'est triste de le dire, mais la France est un pays de droite, d'accord? Et parfois, on surfe. Mais en fait, l'élan populaire de gauche, c'est quelque chose de conjoncturel, en fait, pour sauver la République. Mais la France est foncièrement un pays de droite. Donc, en tant que pays de droite, on va jouer sur les droites. On a entendu pendant toute la campagne, on diabolisait ce qu'on appelait l'extrême gauche, qui n'est pas l'extrême gauche, parce que le Conseil constitutionnel ne qualifie pas LFI de l'extrême gauche. Il qualifie de parti de gauche. Mais le Rassemblement national est qualifié de parti d'extrême droite. Allez-y. J'avais une dernière question, Ban, si tu permets. Aujourd'hui, avec ces résultats-là, il n'y a pas véritablement de majorité absolue. Est-ce qu'on ne va pas vers une France qui va être difficile à gouverner finalement? Parce que chaque voix va compter dans l'hémicycle pour le vote des projets de loi. Les débats vont être très, très, très compliqués. Est-ce qu'on ne va pas vers une situation finalement où la France va être difficile à gouverner? Très même difficile, merci. Parce que, en fait, si vous voulez, les tractations ont commencé hier soir. Donc, les états-majors, on s'appelait, on se rencontrait pour retrouver. Alors, donc, ça reflète ce que je disais aussi, la fin d'un système de gouvernance. Parce qu'en France, on est habitué à un système majoritaire. Donc le parti, forcément, il y a toujours un parti qui a des majorités. Et aujourd'hui, on assiste à une situation proportionnelle à l'Allemagne, comme l'Allemagne, avec des grandes coalitions qui constituent donc un gouvernement. Aujourd'hui, bien sûr, la France va être très difficile à gouverner. D'ailleurs, sur le choix du Premier ministre. C'est ça. Donc, oui, déjà, qui va quel être Premier ministre? Voilà. Il y en a déjà qui se voient déjà à Matignon. Qui ne veulent pas de Mélenchon, alors que son parti, les Insoumis, c'est quand même quand même la locomotive. Mais on est à quelques semaines des JO. Est-ce que tout ça, ça peut se faire avant ou il faut attendre que ça se fasse? Ça doit se faire avant parce que le président Macron souhaite justement un gouvernement pour justement l'organisation des JO. Au pire, donc le Premier ministre, Attal va démissionner ce matin. Donc, si c'est pas qu'il sera reconduit après. Il peut être reconduit par le président pour gérer justement. C'est ça. Voilà. Mais également, vraiment, la France risque d'être difficilement gérable au terme politique. C'est par rapport à, on a vu sur les images beaucoup de Français et puis même d'Africains, on va dire, d'étrangers jubilés après la publication des résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui les attend aujourd'hui, surtout en France, surtout quand Sarah parlait tout à l'heure de majorité perdue? Qu'est-ce qu'aujourd'hui les étrangers peuvent attendre de ces résultats-là? Alors, en Sciences Po, on a l'habitude de dire que ce n'est pas plus mal comme si c'était pire. Alors, donc, voilà. Donc, c'est dire que ça a toujours été compliqué. Ça, il faut pas ça a toujours été compliqué. En fait, comment dire, le risque qu'on avait avec, si jamais le Rassemblement national avait la majorité absolue, c'est que les choses allaient être vraiment ouvertement. S'accélérer. C'est ça, mais au vu aussi de tout le monde. Mais aujourd'hui, d'une manière systémique, parce qu'on se rend compte de nos enfants dans les orientations scolaires, on se rend compte également dans le premier appartement de l'enfant. Il y a beaucoup de discrimination. Voilà, c'est qu'ils ne disent pas leur nom. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est une qualité aujourd'hui d'avoir. Par exemple, quand on regarde l'équipe nationale de France, il est essentiellement composé que de noirs. Pourquoi? Parce que ce soit le sport, la musique, c'est les seules disciplines ou les seuls domaines où on n'a pas besoin de l'appréciation de quelqu'un. C'est-à-dire quand on est bon sur le terrain. Mbappé est bon, il est bon. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise « oui, vous êtes bon, vous n'êtes pas bon ». Alors, Aya Nakamura, c'est la chanteuse francophone la plus écoutée. Elle performe dans son domaine. Mais si c'est un travail dans lequel il faut un entretien, et après quelqu'un va effectivement à deux niveaux égaux, on va choisir celui qui ressemble le plus. C'est ça qui est là. Celui qui est le plus blanc. Voilà. C'est ça. Je suis toujours dans le même lancé, justement, en parlant de profession. J'ai vu les statistiques suivant le vote selon la profession. Et je vois que ce sont les ouvriers qui ont voté à 57% pour le Rassemblement national. Donc finalement, parce que moi je me disais que ces étrangers qui quittent l'Afrique, qui quittent un peu les pays pour venir en France, c'est souvent des étudiants qui sont après en alternance, mais finalement ces ouvriers ont voté pour le Rassemblement national parce que ces Africains ont peut-être le physique pour les concurrencer et naturellement, forcément, alors, sont en train de les concurrencer en France. Je pensais que c'était beaucoup plus des étudiants qui étaient cadres,
dans les entreprises qui vont peut-être concurrencer ces Français qui sont dans les entreprises et bien diplômés? Alors, pendant le premier tour, j'avais l'habitude de dire, quand on discutait avec les confrères ou les collègues, en tout cas dans les espaces de réflexion et d'échange, j'avais l'habitude de dire que soit les Français n'ont pas compris le programme du Rassemblement national, ou ils sont foncièrement racistes. Il y a ces deux choses-là. Alors, vous parliez tout à l'heure justement des... En fait, le travailleur n'a pas compris parce qu'il y a le discours facile. Oui, si vous ne gagnez pas assez, c'est parce que... Mais quand on parce regarde, que l'étranger est là, c'est l'immigration, c'est l'autre. Mais cet étranger, en général, il prend le travail que le Français ne prend pas. Donc, un travail, il faut se lever à 4 h du matin. Quand vous allez dans les rues de Paris, vous prenez le métro à 4 h du matin. C'est essentiellement des étrangers que vous croisez. C'est ça. Voilà. Mais donc, en fait, on dit non. En fait, il y a du travail, mais le travail qui est pris essentiellement par les Africains, même parfois en situation irrégulière. Donc, parce que les patrons, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les métiers à risque, ils ne trouvent pas. Dans le BTP. Voilà, le BTP, la restauration, etc., des métiers à tension, c'est généralement les Africains. Et c'est souvent que, donc en France, c'est un peu frileux, mais dans un pays comme l'Espagne, c'est les patrons qui font la démarche pour régulariser parce qu'ils ont besoin, de nos compatriotes. Voilà, cette main-d'œuvre, et parce que c'est une main-d'œuvre qui travaille avec le jom. Voilà, le fameux jom de qualité. C'est ça. Donc, quand on les voit se lever de très bonne heure pour aller travailler, on se dit, des mères de famille. Alors, il y a de surface, qui cumulent même des fois de... C'est ça. Il y a des parents qui n'ont pas vu grandir leurs enfants. Parce qu'on part à 4 h du matin, on rentre à 21 h, l'enfant est déjà au lit. Donc, vraiment, c'est des familles où les parents sont à féliciter. Absolument. Et que les ouvriers votent à 5 h, ça c'est une mauvaise interprétation du discours du Rassemblement national. Si jamais aujourd'hui il passait, il y a le discours politique, mais il y a la réalité. Donc, on peut parler de préférence nationale, parce que ça a été brandi, mais toujours est-il que la réalité est que la France est la France, et la France, c'est pas fait. Et Jordan Bardella ne peut pas renverser ce qui s'est fait depuis des siècles. Bon, juste 7h33, on garde ça pour la dernière partie. Bon, on garde, il n'y a pas de souci, c'est par rapport au travail du collectif. Bon, dans la deuxième partie, la première a été consacrée à ce retentissement, qui est donc cette élection législative en France, ou bien ces élections législatives en France. Il y a eu un premier et deuxième tour. Que le barrage, le cordon républicain a tenu bon face au Front National, au Rassemblement National, mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Tout à fait. Ils vous reviendront encore en force. Mais restez avec nous, dans la deuxième partie, on parle cette fois-ci du travail que vous faites au profit de la diaspora, pour son intégration, mais également pour le retour au pays. D'accord, merci. 7h34, merci. Restez en plateau avec nous. On poursuit le magazine. Voici un extrait du clip du jour. Dans un moment, le bulletin d'info, le tout en images. La dernière partie de cette émission, ce sera avec Toumani, chronique tendance à suivre. À tout de suite. On est liés, je comprends. Je vais plus perdre. Si j'ai des doutes, serre-moi plus fort, plus fort encore. Je ressasse et je repars, c'est toujours pareil. Alors ça, Toumani avait déjà présenté un tout petit peu le sujet la semaine dernière avec Aya Nakamura qui chantait lors d'un événement qui était organisé en prélude au JO, c'est ça? Tout à fait, organisé par Vote et qui mettait en avant le sport et la mode, mais surtout qui mettait en avant un... Retour en plateau, 7h48, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Bon début de journée en notre compagnie. D'autres questions pour notre invité dans un petit moment. Et peut-être le profil de Jean-Luc Mélenchon qu'on a vu à l'image. Serait-il peut-être le prochain Premier ministre français ou pas? En tout cas, le nouveau front, autant pour moi républicain, arrive en tête de ces législatives-là. Ça va peut-être permettre de rebattre un tout petit peu les cartes. Il y a Moustapha Fall qui nous regarde ce matin sur la page Facebook RTS1. Mokhtar Senghor également qui nous suit ce matin et qui présente ses félicitations à Zénandour, dit-il, qui s'est mariée ce week-end. La fille de Viviane. Félicitations, dit-il. Je lui souhaite plein
de bonheur. Merci beaucoup, ma chère Toumani. On va redonner la parole à notre invité de ce matin pour refermer le magazine du jour. Bakary Goudiaby, le président donc du collectif des Sénégalais de la diaspora en France, je précise bien. Alors, dans le cadre de vos activités, qu'est-ce que vous faites également pour que nos amis, nos frères, nos concitoyens de la diaspora puissent participer aussi au développement du Sénégal et réussir leur business? Alors, donc pour cela, le CSD France, donc juste de revenir rapidement sur la création, c'était pendant le Covid, vous avez entendu le tiraillement qu'il y avait eu à l'époque entre la diaspora et l'État qui refusait qu'on rapatrie donc les corps, les dépouilles, corps, et justement, en fait, le CSD est né de là. Et après qu'on ait eu donc gain de cause, donc quelques-uns ont dit mais il faut continuer cette dynamique parce qu'on sait qu'on est capable de réussir quelque chose quand on se réunissait à ce moment-là. Il y a beaucoup c'était le CRC, le collectif pour le rapatriement des corps. En France, on s'est dit, nous, on va aller vers la formalisation, on va aller vers l'officialisation, de sortir de ce côté informel. C'est pour ça, au mois de février 2023, on a fait une assemblée générale. J'ai eu l'immense honneur d'avoir été élu. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est bien sûr donc, de définir, si vous voulez, nous-mêmes notre base de travail. Et cette base de travail s'articule sur un partenariat avec les autorités sénégalaises et les autorités françaises, parce qu'on a un pied là et un pied là-bas. Donc, c'est ça qui fait la richesse de notre statut qu'on est en tant que Sénégalais vivant en France ou ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement. Par exemple, je donne juste un exemple. Donc, la rentrée dernière, même si on n'était pas encore très costaud, on a eu à suivre des jeunes, enfin, nos nièces et neveux qui venaient s'inscrire en France. On leur donnait d'abord, dans un premier temps, l'accueil pour pouvoir... Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un taux d'échec énorme pour la première année. Pourquoi? C'est parce que c'est l'année où on arrive et puis on est plus engagé dans les formalités administratives au détriment des coûts. On a connu ça dans notre génération. Aujourd'hui, c'est encore un peu plus compliqué parce que les choses sont plus difficiles. Donc, vous accompagnez les jeunes qui arrivent, voilà, très bien. On accompagne d'ici, là-bas. Et puis, quand... Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we's aligned.